Mais pour aujourd'hui, je suis très excité d'inviter nos trois intervenants d'aujourd'hui. Nous avons Stéphanie Poirier, qui est une analyste en politique dans les normes pour supporter la résilience en infrastructure. Tout ceci, c'est au Conseil des normes du Canada. Auparavant, elle a passé au-delà de 10 ans en travaillant dans les relations gouvernementales et la défense dans l'industrie de ressources naturelles, se concentrant sur les standards internationaux pour l'emballage de bois. La deuxième intervenante, c'est Marla Desade, qui est un officier de sensibilisation avec le Conseil national de recherche du Canada. Elle livre des activités de compétences en connaissances, contacts en technique et des stratégies sous l'initiative de changement climatique du NRC. Et ces initiatives vont fournir des connaissances pour adapter l'infrastructure publique, informer des changements aux normes de construction et d'infrastructure et créer des lignes directrices, des standards, des outils et des solutions techniques pour la résilience climatique. Alors, Stephanie et Marla vont présenter en premier, ensemble, et par la suite, en dernier, nous allons entendre de Yash Diaz, qui est le directeur à la recherche avec Recover, qui travaille en développant une cartographie régionale pour des rénovations approfondies au travers du Canada Atlantique. C'est un scientifique en construction avec l'expertise en système durable, des stratégies de décarbonisation, la création d'entourage de construction, l'automation. Il a contribué à des initiatives de rénovation et de décarbonisation avec la conceptualisation énergétique, analyse de rénovation et l'évaluation des conditions de bâtiment. Et on est très excités d'avoir ces trois avec nous cet après-midi. Il y a beaucoup de connaissances et ressources à partager. Moonteca peut partager des liens dans le clavardage comme on y va. Et comme j'ai dit, nous allons aussi créer cette liste de ressources par après. Alors, ne souciez pas si vous manquez un lien ou deux comme on y va aujourd'hui. Et bon, avec ça, on va lancer la parole à Marla et Stéphanie. Et vous avez maintenant le contrôle des diapositives. Merci tellement, Amanda. Et merci à vous tous de nous avoir joints aujourd'hui et à tous ceux à Climatique pour nous avoir invités à venir parler aujourd'hui. C'est très excitant pour nous. On aime partager le travail qu'on fait et on croit que c'est très excitant. Des normes et des recherches peuvent parfois être un peu secs, mais j'espère que vous allez aimer ce qu'on va parler ensemble et que vous trouvez quelque chose qui est utile pour vous et que vous pouvez appliquer chez vous à vos activités. Alors, on va parler un peu à propos de qui on est. On vient les deux des organisations gouvernementales et on va commencer, on va parler un peu à propos du CNRC et du CCN. On va essayer de ne pas trop user des acronymes. Vous allez entendre SCC et NRC, CNRC et CCN. C'est difficile de ne pas le dire lorsqu'on est si habitué de le dire à une haute fréquence. Et on va parler un peu, c'est quoi les normes, d'où viennent-ils et que veut-on dire lorsqu'on parle des normes dans différents domaines. Et après, on va plonger dans le creux, c'est-à-dire les normes et lignes directrices pour des aléas spécifiques. Nous avons différents outils qu'on peut utiliser pour tous ces différents aléas. On va se concentrer sur l'inondation et l'érosion côtière, mais on va aussi parler un peu des autres aléas, disons les feux de forêt, l'inondation, le vent fort, chaleur extrême. On va aussi parler un peu de comment l'équité entre en jeu dans tous ces aspects. Et on aura du temps par après pour des questions. Alors, avant de vous parler à propos du Conseil national de recherche, je vais parler un peu de ce cheminement. Et ce cheminement, c'est comment on passe d'une nouvelle idée ou un changement, quelque chose qu'on va faire, et comment ça s'y rend dans l'adoption et l'application réelle. C'est pas toutes les nouvelles idées qui vont passer à travers de ce cheminement ou chaque étape, mais je trouve ça utile d'y penser comme ça. Comment passe-t-on d'une nouvelle idée, comment faire quelque chose différemment, au point d'adoption? Lorsque vous avez une nouvelle stratégie, une nouvelle approche, vous allez commencer avec la conception, la recherche, les tests, voir si ça fonctionne ou si ça mérite la peine. Et par la suite, si ça démontre une certaine capacité, on va passer au peaufinage, projet pilote, des différentes évaluations, on regarde comment on peut l'améliorer. Par la suite, on passe à la phase de développement, où ça devient de plus en plus accepté, plus prouvé, plus démontré. Et si on continue ce cheminement, on arrive au point de cohérence, où cette nouvelle idée est maintenant rendue au point de meilleure pratique dans les lignes directrices, il se trouve dans les normes de l'industrie, peut-être c'est la chose normale que tout le monde fait, et à la fin, on se retrouve à la codification. C'est là où cette nouvelle idée, où on a commencé, pris ça du champ gauche, ça devient quelque chose qui est exigé par la politique et la pratique, par les normes nationales du Canada, des codes et règlements municipaux,
intégrer dans des choses comme les normes nationales du Canada, un document spécifique qu'on va en parler plus dans quelques instants. Alors, sur ce cheminement, nous avons du travail qui se fait faire au Conseil national de recherche du Canada. Nous sommes le volet de recherche du gouvernement fédéral. Nous avons des laboratoires et bureaux tout au travers du pays, plusieurs différents centres de recherche, et on fait du travail à partir de la recherche aérospatiale, services de santé et bâtiments et construction, qui est où je travaille. Moi, je suis avec le Centre de recherche et construction, et nous avons un programme que l'on appelle l'Initiative sur l'environnement bâti et résilient sur le changement climatique, qui est le titre qu'on utilise pour décrire une série de projets regardant à ceci. Nous avons des projets sur tout, passant tout ce qu'on construit, alors des domiciles à une famille jusqu'au chemin, pont. J'aime dire que si c'est du ciment ou du bois ou du fer, les chances sont, nous avons quelqu'un qui effectue de la recherche face aux impacts des changements climatiques à cette structure. Et donc, le code QR en haut à droite ici, et les liens qui seront envoyés, va vous amener une liste de toutes les choses que nous avons faites. On travaille sur ceci pour au-delà de 10 ans maintenant, et on se concentre vraiment aux phases débutantes de ce cheminement. Alors, on fait cette recherche de base, on a cette nouvelle idée, comment résoudre quelque chose, essayer de le raffiner, le piloter, le pousser à la phase de développement et peut-être même l'amener un peu plus envers la cohérence où on va publier des lignes directrices, des normes. On fait beaucoup de recherches techniques, des rapports de recherche, on fait beaucoup de ces projets pilotes et partenariats, le tout allant des modélisations informatiques jusqu'à essayer quelque chose dans le laboratoire, dans le terrain, et essayer de déplacer l'idée sur ce cheminement pour son utilisation. Et comme j'ai dit, on a fait ça depuis 10 ans. Alors, je pourrais prendre tout votre après-midi en vous parlant de toutes les différentes activités que nous avons faites. Vous pouvez voir beaucoup des résultats courants sont publiés sur le site web. Il y a différents types de documents guides, des standards, des normes que nous avons financés, des analyses qui sont disponibles. Et si vous voulez plonger plus profondément, vous pouvez regarder notre site web, regarder ce qui a été publié. Ce site est mis à jour régulièrement comme des nouvelles choses sortent. Avec ça, je vais passer la parole à Stéphanie pour parler un peu à propos du Conseil des normes du Canada. Merci Marla et merci de nous avoir accueillis. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le Conseil des normes du Canada, pas de problème, la majorité des gens n'ont pas entendu parler de ça. Nous sommes une société de la couronne et en bref, on est responsable pour surveiller la normalisation au Canada. On ne développe pas les normes nous-mêmes, on établit les réglementations face à comment les standards sont appliqués. On représente aussi les intercanadiennes au forum international, tel que ISO. Et par la suite, nous sommes l'organisme d'accréditation le plus important au Canada. Et dans ce cheminement, on se retrouve sur cohérence et codification. Et moi, je travaille particulièrement pour un programme intitulé les standards pour supporter l'infrastructure et la résilience. Et on est ici depuis 2011 en termes de notre travail dans le Nord. Ça, c'est standardisation des infrastructures dans le Nord. Mais on travaille dans 6 voies de travail et 6 axes de travail et on est dans la deuxième phase. Alors, au-delà des choses dans le Nord, nous avons un peu un CEO qui attrape tout, appelé renforcer les actifs contre les phénomènes météorologiques extrêmes, les hauts vents, les inondations, les feux de forêt. Nous avons un autre sur l'intégration de la gestion du risque. Et le travail que je fais, c'est les solutions fondées sur la nature, ainsi que l'adaptation côtière. Nous avons une autre voie fixée sur le transport résilient au climat, concentré principalement sur l'adaptation, mais maintenant, on aborde le côté de mitigation, l'amortissement, avec cette nouvelle axe, le matériau de construction à faible émission de carbone. C'est une phase exploratoire dans ça. Mon collègue Arden travaille sur sa cartographie pour les lacunes et les choses qu'on pourrait adresser. Alors, parlons un peu des normes. Moi, j'aime dire qu'une norme, c'est seulement, ça a l'air d'être plate, mais ce n'est pas. Et j'espère que vous allez conclure la même chose par la fin de cette présentation. Essentiellement, ce qu'on discute ici lorsqu'on réfère à des normes, en bref, c'est un document qui fournit des étapes de mesure de description de méthode à faire quelque chose. Et par défaut, c'est volontaire, mais elles peuvent
devenir obligatoires s'ils sont appliqués par la loi, incorporés dans les lois ou réglementations, ce type d'affaires. Et une chose que j'aime distinguer dès le départ, c'est que il y a toutes sortes de différentes normes, mais le Conseil canadien des normes, on est plus concentré avec des standards basés sur un consensus, alors les normes canadiennes. Et la distinction, c'est qu'un norme privé ou professionnel, eux, sont développés à l'interne pour cette industrie. Alors, c'est vraiment à l'interne ce processus. Mais un ordre national suit un cheminement rigide. On va en parler un peu plus. En termes de ce qui compose, ce qui caractérise une norme nationale du Canada, c'est que seulement euh, ce serait un groupe CSA ou BNQ. Je dirais que l'élément le plus important de ce processus, c'est que le comité technique doit avoir un équilibre des intérêts. Alors, on rassemble plusieurs gens provenant de différents partis tels que le gouvernement, l'industrie, l'académie, société civile, et ensuite nous avons même des intérêts en compétition, mais on les rassemble et ils doivent être en accord à ce qui rentre dans la norme. Et au-delà des parties prenantes, on doit aussi avoir une représentation géographique pour qu'on ne se trompe pas avec une pile de gens de Toronto qui prennent des décisions pour le reste du pays. Et donc, ces gens, ils trouvent un accord, créent une ébauche et ça va en revue publique qui donne à tout le monde la chance de fournir de la rétroaction sur ce qui va ultimement peut-être devenir la norme. Et une fois que c'est publié, c'est fait en 2 langues officielles. Il y a une autre exigence. Il y a beaucoup de différents types de normes. Je ne vais pas trop passer de temps ici. Ce ne sont pas des SEO stricts, c'est des types généralisés. Alors, par exemple, des normes prescriptives sur comment les caractéristiques des produits, comme les casques de hockey ou des bottes de travail. Il se peut que vous avez vu le triangle vert, certification, c'est associé avec les normes prescriptives. Ensuite, nous avons quelque chose des systèmes de gestion. ISO 9001 serait la plus connue parmi eux. Et je ne sais pas si vous avez déjà euh, manqué de choses à dire avec un ami. Peut-être vous cherchez des sujets intéressants à aborder avec vos amis. Bon, on va vous aider avec ça. La prochaine fois que vous parlez à un parent au jeu de soccer ou quoi que ce soit, ou visitez un dîner, sentez-vous libre d'utiliser un de ces ce que suit. Premièrement, le saviez-vous que le Conseil des normes du Canadien sont considérés risques réduits parce qu'ils reposent sur le consensus de spécialistes et de parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils sont vérifiés par un groupe national d'experts qui représente une balance d'intérêts. Qui ne serait pas ravi de cette connaissance? La deuxième, c'est, le saviez-vous que les normes nationales sont mises à jour selon un cycle de révision quinquennial? C'est vrai parce qu'à chaque 5 ans, les normes passent en revue et soit réaffirmées comme telles ou mises à jour avec les meilleures pratiques et technologies ou retirées s'ils ne sont plus pertinents. Et finalement, le saviez-vous, les normes nationales peuvent réduire les efforts et le temps consacrés à la planification, à la conception et à la mise en œuvre, parce que les neufs peuvent encadrer les étapes à suivre et toutes les choses à faire pour enlever le devinage. Et c'est quelque chose à considérer. Une autre chose à considérer, c'est comment les normes peuvent potentiellement réduire votre responsabilité judiciaire. Premièrement, je dois dire que ce n'est pas un avis juridique. Alors, CCN a financé le rapport Leveraging Standards to Manage Legal Liability in the Face of Climate Targets comme des pratiqueurs et le rapport regarde à une question importante. Est-ce que suivre les normes d'infrastructure peuvent-ils aider les organisations publiques et privées à démontrer qu'ils ont atteint le seuil euh, leurs exigences? Alors, simplement dit, ça regarde à si utiliser les standards peuvent aider à démontrer qu'une organisation a agi de façon responsable pour éviter des nuisances prévoyables. Oui, ça a été déterminé qu'ils peuvent aider parce que ça a été écrit par des avocats. Il y a certaines nuances. Premièrement, les standards supportent des droits aux soins
les exigences de soins, ils aident à vous démontrer que vous avez bien fait les choses, mais ils sont pas au-delà des exigences légales. La loi s'applique toujours. Utiliser ceci, ça veut dire que vous avez fait ce qui est exigé de vous, qui est bon. Et deuxièmement, la crédibilité et la transparence sont importants. Alors, les standards développés à travers d'un processus ouvert et basé sur le consensus ont la tendance d'être pris plus au sérieux qu'une guidance informelle. Puisqu'ils sont développés avec une entrée d'experts, ils ont plus de poids lorsqu'ils en démontrant leur diligence. La documentation, c'est critique. Les standards sont plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans la prise de décision et supportés par la documentation solide. Étant pouvoir démontrer pourquoi et comment une norme a été appliquée est important et dans certains cas, vérification à tierces parties peuvent renforcer la position de l'organisation. En dernier, les normes doivent être courantes et utilisées de façon appropriée. Alors, utiliser des normes datées, ignorer des nouvelles informations scientifiques ou faire à prendre compte des conditions environnementales évoluantes comme plus de pluie ou d'inondations peuvent augmenter le risque et la responsabilité. Alors, appliquer les plus pertinents et à jour, les normes les plus à jour est essentiel. Et les normes peuvent être incorporées dans la conception des projets, les contrats et les normes de construction. Et pour les projets à long terme, les équipes devraient revisiter les normes de façon périodique pour s'assurer qu'ils demeurent applicables. Alors maintenant, on va parler un peu des normes et comment ça se relie au changement climatique. On n'a pas le temps d'aborder toute la science climatique et le tout, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'on est dans une période difficile et cette difficulté met du stress sur l'environnement construit. Alors, assurer que notre infrastructure est résiliente au changement climatique est critique et les normes peuvent vous présenter une solution à ça parce qu'elles peuvent spécifier les exigences de performance et de matériel qui sont utilisés pour adresser ces risques climatiques. C'est excellent. Cependant, il y a quand même quelques problèmes. Les normes, incluant plusieurs dans le NBCC, ont été développées avec des données historiques en tête. Et on prend pour acquis que c'est des constants et voit que ce n'est plus le cas. Et l'autre problème, c'est que les normes sont bénévoles à moins qu'elles soient appliquées par la loi. Solution, pour le premier problème, nous, on travaille avec NRC pour mettre à jour les normes existantes pour inclure des considérations climatiques et aussi mener le développement de nouvelles qui adressent des aléas particuliers envers le climat. Et là où vous allez entrer en jeu, c'est que des professionnels tels que l'industrie construction peuvent inclure proactivement ces considérations dans leurs projets en recherchant des normes volontaires. Prochainement, je pense que certains d'entre vous vont voir où ça va et je vois que mon punch a déjà été dévoilé. Mais si vous n'êtes pas familier avec l'histoire des trois petits cochons, je vais faire un petit rafraîchissement. Vous avez ces trois cochons, je crois qu'ils étaient des frères, je me souviens pas. Et il y en a un qui habite dans une maison de paille, un en bois et un en briques. Et vous avez un loup qui essaie de les manger. Et le loup a des poumons puissants. Et il souffle, et la maison de paille disparaît, la maison de bois disparaît, mais il arrive à la maison de briques et il ne peut pas l'effondrer, elle est trop rigide. Pour ramener ça aux normes, la maison en paille, c'est l'équivalent de bricolage à l'aide de tutoriels, YouTube, etc. Aucune norme. Il pourrait paraître comme une maison et fournir un abri, mais il ne peut pas survivre le loup ayant des poumons puissants. La maison en bois, c'est l'équivalent de suivre le Code national du bâtiment. Alors, il paraît comme une maison fournie de l'abri, c'est assez solide, malheureusement pas assez pour survivre le loup. Cependant, nous avons maintenant la maison en briques. Alors, ce dernier, c'est non seulement les normes de construction du Canada, mais aussi utiliser les normes volontaires qui ont été développées par consensus d'industrie et d'experts. Alors, c'est trop solide pour même le loup le plus coléreux de défendre. Et oui, le loup ici, c'est le changement climatique. Avec ça, je vais passer à nouveau la parole à Marla pour parler des normes. Merci, Steph. Une des choses que nous n'avons pas tout à fait touché dans la discussion des normes, c'est quoi un norme, un code? Alors, on a parlé des normes, nous avons établi les pratiques acceptées, les exigences, et on peut avoir les normes canadiennes qui suivent ce processus dans leur développement, qui est fait par des développeurs accrédités. Le mot code
n'a pas de restriction comme telle. On peut appeler toutes sortes de différentes choses des codes et ça dépend vraiment de quel document vous regardez, que veut dire ce mot. Alors, les codes, généralement, sont un document exigé. On utilise code pour référer à quelque chose comme le Code canadien d'électricité, qui est une exigence à travers de la réglementation et toutes autres sortes de codes du genre. Généralement, ils sont immenses, ils sont généraux dans leur portée et souvent, ils réfèrent à plusieurs autres normes au sein de eux. Alors, si quelque chose s'appelle un code, prenez un instant, regardez-le, comprendre le contenu du document parce que ça peut varier dépendamment d'où vous êtes et ce que vous regardez. Celui que plusieurs d'entre vous seraient familiers avec, c'est le Code national du bâtiment, qui sont adoptés par les provinces et territoires à travers de la réglementation pour leur faire exiger. Ceux-ci sont les codes de 2020 et les éditions de 2025 viennent juste d'être publiées à la fin de décembre de l'année passée. Et ces derniers ont fait plus de progrès envers la résilience, résister le loup. Alors, résultant du travail de la Conseil de recherche nationale ainsi qu'Environnement et Changement climatique Canada et plusieurs autres instituts au travers du Canada, les données qui sont utilisées dans le code de 2025 ont maintenant été mises à jour pour que, au lieu d'utiliser des données historiques, statiques, c'est maintenant basé sur des données regardant vers l'avant. Alors, des installations construites avec ces nouvelles données sont plus équipées pour affronter les aléas climatiques. Ça vient juste de sortir à fin décembre. Il y a un processus où ces codes qui sont publiés sont adoptés par les provinces et territoires. Mais vous allez voir des mises à jour, des changements climatiques intégrés dans ces codes et ça va arriver chez vous sous peu. Et avec ça, on est maintenant rendu. On a tout téléchargé les informations à propos de qui on est et qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi une norme. Nous allons maintenant aborder les outils particuliers qu'on veut vous montrer sur des aléas particuliers. On va commencer en parlant des feux de forêt. Alors, c'est un sujet important pour beaucoup de gens dans le pays, particulièrement en Nouvelle-Écosse. On a eu une saison très, très accrue l'année passée et en 2023, c'était la pire historiquement pour la Nouvelle-Écosse. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous, soit vous, des amis ou de la famille, ont été impactés par ces feux de forêt et ont dû évacuer ou autre action. Et comme réponse, nous avons vu des investissements importants à tous les ordres de gouvernement, soit municipal, provincial et fédéral. Il y a eu beaucoup d'efforts et concentration à comment gérons-nous des feux de forêt, comment pouvons-nous assurer la sécurité des gens. Et une des choses que je voulais vous montrer, c'est un document qui peut aider un peu avec ça. Alors en 2021, le Conseil national de recherche a publié le Guide national sur les incendies en milieu périurbain. Alors, ça veut simplement dire, lorsque vous avez le feu de forêt qui approche une zone urbaine, alors vous avez une zone habitée et vous avez la capacité que le feu se passe des arbres aux maisons. Ce guide rassemble les meilleures informations sur gérer les incendies en milieu périurbain. Ça regarde au niveau communautaire, à la région qui entoure des installations, ainsi que l'installation en soi-même. Et il contient des informations telles que cette image, où ça démontre différentes options pour les matériaux. Alors, si vous construisez une nouvelle maison, vous faites une rénovation importante, il y a plusieurs options que vous pouvez choisir en termes de simplement des matériaux. Certains d'entre eux n'ont pas de changement dans le coût, c'est vraiment juste un changement dans le choix de ce que vous choisissez pour être en mesure de réduire vos risques de feu de forêt. C'est un guide excellent, un excellent document, c'est aussi immense. Si vous voulez une lecture approfondie, et ceci c'est un sujet que vous aimez, vous allez en sortir beaucoup de ce document, mais c'est vraiment le type de choses qu'on peut juste chercher pour ce qu'on veut et chercher les choses pertinentes à nos activités. Et depuis sa publication, ça a été utilisé pour informer des mises à jour aux listes de vérification de FireSmart dans Lytton comme partie de programme de rebâtiment résilient à aviser des propriétaires à quoi faire lorsqu'ils rebâtissent après un feu pour réduire les risques dans l'avenir.
Et en général, ça a été déterminé de contenir des avantages importants si on serait pour le mettre en œuvre au travers du pays. Alors, une analyse a déterminé que ça aurait un avantage 14 à 1 dans dans le rapport de coût à bénéfice, côte à côte. Et si vous êtes dans une zone ayant un eau hasard, voilà, la première c'était 4 à 1. Avec l'utilisation, ça monte à 14 à 1. Et on continue à élaborer ce document. Alors, en travaillant avec le Conseil des normes du Canada, nous avons des nouvelles normes qui vont sortir basées sur ce document. Il y a deux normes et un livre de guide qui vont sortir l'année prochaine, d'ici à mars 2028 au plus tard. Il y a une norme sur la planification communautaire dans ces zones sauvages et urbaines. Ça, c'est plus à l'échelle communautaire, peut-être plus à l'intérêt des gens qui travaillent avec les municipalités ou des petites régions. La deuxième norme, c'est l'atténuation des risques d'incendie au milieu périurbain. Alors, proche des installations, mais à l'extérieur de la ville, que peut-on faire dans ces espaces? Ensuite, il y a une guide qui va accompagner ça. Et ce que ceci fait, c'est que ça prend tous ces avis détaillés provenant de ce guide et ça le transforme dans des normes qui sont plus faciles à suivre et mettre en œuvre. Ça les met dans un format où on peut dire oui, 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 j'ai fait ça et je sais que je suis au seuil d'améliorer ma résilience. Alors, gardez un coup d'œil pour leur publication dans les prochaines années. Avec ça, on va passer aux inondations et érosion côtière. Et le premier que je vais vous montrer, c'est un autre qui a été publié par NRC. Alors, l'infrastructure fondée sur la nature pour les inondations et érosion côtière a été publié quelques années passées et c'est disponible. Et les guides que j'ai mentionnés sont à la fois disponibles en français et en anglais. Et c'est vraiment un document de guide sur comment on peut intégrer la nature et les solutions fondées sur la nature dans votre plan de gestion d'érosion. Ceci, ça sort de beaucoup d'années de travail regardant des simulations informatiques, des expériments de laboratoire et des études sur Terre pour regarder à comment utiliser des marais, des digues, des barrages et plusieurs autres solutions qui sont fondées sur la nature pour nous aider à protéger nos côtes de ces aléas et ces concerns. Donc, vous pouvez voir en haut à droite de cette image, on peut voir qu'il y a un chemin. Et en fait, c'est un barrage vivant qui se fait bâtir sur la côte ouest. C'est très près d'une route principale. Et on regarde des choses comme la restauration des barrages salés pour réduire l'impact des vagues sur ce côte et pour pouvoir protéger cette route de l'érosion et de l'inondation. Cette guide a des études de cas et des informations et est informée par des projets pilotes effectués au travers du pays que je voulais mettre en relief. Il y a certains qui sont très intéressants en Atlantique, qui ont informé ce guide et ils sont continus comme des recherches. Nous avons un travail qui regarde à utiliser un engin de sable et des zones côtières créées à Shippagan. On regarde à regarder des falaises moues à l'île Saint-Croix, pour leur protéger. À Chickneto, il y a un travail intéressant sur protéger les digues et des stratégies de restauration de marais. Regarder à la fois des marais naturels et construits et comment on peut les utiliser pour protéger contre les risques d'inondation et d'érosion. Et à Terre-Neuve, il y a un projet qui regarde au potentiel pour utiliser une nouvelle type de solution basée sur des végétations parce que Terre-Neuve a différentes flores ne pourront pas utiliser les mêmes plantes qu'on peut au maritime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le travail que vous faites? Bon, ben, en tirer part des normes, c'est un peu comme choisir votre aventure. Vous pouvez passer à travers, choisir où vous voulez les intégrer, les appliquer. Si vous avez un problème, si vous regardez à comment protéger la côte contre les inondations et l'érosion, on veut comprendre les risques en premier lieu. Quelle côte? Y a-t-il de la gestion qui a lieu? Y a-t-il des évaluations en cours? Et quels sont les risques que vous avez identifiés pour les structures ou pour le travail? Il se peut que vous allez appliquer quelque chose comme
le CSA W224, l'évaluation des risques d'inondation côtière pour les bâtiments et les instructions, vous allez voir que les normes ont toutes des noms intéressants. On peut l'appliquer au travail qu'on fait. On peut regarder peut-être des documents comme gérer les risques croissants, viser des codes résilients au climat qui va vous aider à regarder à des options pour traiter des points sensibles et qu'est-ce qu'on peut utiliser. On pourrait aussi regarder un guide sur l'équité. Regarder à l'infrastructure de cette perspective et regarder s'il y a des aspects de votre projet qui ont un impact sur un groupe plus que d'autres. Et quand vous passez à travers d'évaluer comment vous voulez adresser la côte ou l'érosion ou l'inondation, vous allez requérir à un moment ou à un autre de pondérer vos options et comprendre le coût. Donc, il y a un document qui va sortir d'ici quelques mois, juin 2026, qui regarde à l'évaluation des options côtières selon la méthodologie. Et peut-être que vous avez besoin de plonger plus profondément sur comment restaurer le marais. Bon, mais il y a un guide qui contient des études de cas, des informations qu'on peut ensuite référer et ultimement arriver à ce point de succès d'accomplir la résilience climatique pour vos travaux. J'ai mentionné quelques-uns dans votre Choisir votre aventure. Ceci, c'est un peu une liste plus facile à référer. Si vous plongez profondément dans ces aspects, il s'avérait peut-être utile. Et Climalantic a aussi une excellente trousse d'outils sur les risques côtiers que tu devrais regarder aussi. Toutes ces choses peuvent être intégrées dans le travail que vous faites pour s'assurer que vous considérez ces risques dans toute activité que vous entreprenez. Faire un petit zoom ici pour penser et mettre ça en contexte. Imaginons qu'on veut construire un nouvel hôtel sur la côte. Alors, on a pensé à ces risques côtiers et cela se fait intégrer dans toutes les autres choses que vous faites sur le cycle de vie de l'installation. Alors, vous allez requérir de prendre ce temps ou d'accéder, si quelqu'un d'autre le fait, disons la municipalité le fait ou une autre organisation, vous allez devoir regarder à c'est quoi les risques, comment ils ont été évalués, planifiés, mais non seulement les risques côtiers, l'inondation, érosion, mais il y a aussi peut-être d'autres risques climatiques à considérer. Considérez-vous les risques de vent, les inondations de sous-sol? Est-ce que vous êtes certain que toute l'électrique n'est pas dans le bas de l'édifice? Et sinon, votre système électrique est endommagé aussi. Et peut-être il y a des exigences de gestion de code à cette phase de conception de projet. Et comme vous passez dans des conceptions plus détaillées, vous avez toutes ces exigences de code de bâtiment, des réglementations, peut-être intégrer des standards sur l'eau et durabilité dans vos choix de conception pour cette nouvelle hôtel. Et lorsque vous arrivez à la phase de construction, il se peut que vous allez bâtir ces solutions fondées sur la nature ou des protections contre l'inondation, installer les protections contre l'inondation du sous-sol et aussi considérer que devez-vous faire et que devez-vous regarder pendant la construction. Alors, il se peut que vous avez à considérer des journées extra chaudes et l'impact sur l'équipe de construction comme il travaille. Et vers la fin, vous allez exploiter et entretenir un bâtiment résilient au climat qui peuvent inclure des choses comme surveiller les solutions fondées sur la nature, des réparations, des mises à jour, des sondages pour s'assurer que vos choix pris vous fournissent les résultats désirés. Avec ça, je passe à nouveau la parole à Steph pour nous passer à travers d'autres considérations d'inondation. Merci. Bon, abordons ça. Alors, sans doute, vous avez déjà entendu parler de comment l'inondation est un problème récurrent et c'est de pire en pire et c'est causé par le changement de climat, croissance de population et développement urbain. Le plus qu'on bâtit, le plus de gens, terrains et actifs sont exposés au risque d'inondation. Et même à ça, les meilleures pratiques sont évitées. L'infrastructure se fait construire dans des zones inondables, les nouvelles subdivisions se font construire avec des mauvais égouts et des stationnements se font construire avec des surfaces imperméables, juste pour nommer quelques-uns. Mais, par chance, nous avons plusieurs outils qui peuvent aider à adresser ça. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de normes que nous avons financées au cours des années. On n'a pas le temps de faire une liste exhaustive, mais on espère que ça va vous donner une idée sur quoi vous devez regarder. Alors, mis en relief, c'est ce qui est gratuit à voir, mais pour certains autres, on doit payer pour télécharger. Premièrement, nous avons CSA W204
qui adresse la vulnérabilité contre l'inondation pour les communautés. Et ensuite, nous avons CSA W210, l'établissement de priorité pour les risques d'inondation dans les communautés existantes. Et ça se concentre sur la complexité et la variabilité des risques d'inondation. CSA W211, norme de gestion des systèmes d'eau pluviale, s'adresse le défi d'une manque d'exigence constante pour la gestion des eaux pluviales. Ensuite, nous avons CSA W231, développer l'élaboration et l'interprétation des informations intensité, durée, fréquence dans un climat changeant qui aide à estimer le volume d'eau auquel on peut s'attendre dans des événements extrêmes de précipitation, qui a informé la conception. Nous avons ensuite deux standards de BNQ sur le flux et l'infiltration. Au cas où vous n'êtes pas familier, ceci réfère à un excès de eau nette qui rentre dans vos systèmes d'égouts. C'est un problème qui peut coûter les municipalités et les payeurs de taxes comme nous beaucoup d'argent. Il y a une norme pour un nouvel système d'égout et un autre pour les systèmes existants. Et le Conseil de recherche a développé des guides sur l'évacuation privée pour réduire l'inondation des sous-sols. Et en parlant de l'inondation de sous-sol, il y a une norme appelée CSA Z800 sur la protection contre l'inondation au sous-sol et la réduction du risque qui a été financée par le Conseil de recherche canadienne. Et maintenant, CCN va financer la mise à jour qui sera publiée en mars 2027 et cette nouvelle édition sera gratuite à regarder. Et pour tous ceux qui sont engagés dans la construction ou la rénovation des maisons, des installations de patrimoine ou des plus grandes installations, j'aimerais vous montrer une trousse d'outils qui sera publiée plus tard ce mois. Alors, CCN finance la traduction anglophone d'une ressource de Architects Without Borders Québec sur vivre avec de l'eau. En bref, comment construire quelque chose avec l'attente que vous avez de l'inondation et vous voulez minimiser le dommage et les coûts. C'est incroyable comme document et je suis obsédé avec ça. Je parle à tout le monde à propos de ça. Il y a aussi certains outils et de la formation disponible pour certains des standards et normes que j'ai mentionnés. Premièrement, il y a un cours virtuel sur le standard des courbes IDF. Ils sont tous gratuits en passant. Et ensuite, le groupe CSA a développé un guide municipal sur leurs normes d'eau communautaire. C'est un autre avec lequel je suis obsédé. Alors, malgré le fait que c'est destiné aux municipalités, je l'ai inclus parce que je trouve que ça donne un bon survol des normes aquatiques, mais ça peut aussi vous donner une idée face à comment ils peuvent être utilisés par vos municipalités comme partie de leur processus de planification et d'approbation. Et finalement, le Centre Intact sur l'adaptation climatique, ils ont plusieurs formations sur la protection de l'inondation. Et ce qui pourrait vous intéresser, c'est celle-là conçue pour les inspecteurs à domicile. Je ne les ai pas inclus ici, mais une autre chose que je vais mentionner, c'est si vous allez à nos pages de projets publiés, vous allez trouver le lien dans le code QR plus tard. Il y a plusieurs infographiques qui fournissent des survols de ces standards aquatiques. Et ça peut être comme un bon point de départ, une feuille d'astuce. Et j'ai un exemple de une des graphiques qui se retrouve là-dedans. Et j'ai cru que ce serait utile pour vous donner un scénario face à comment vous utiliserez cette norme. Alors, disons que vous habitez dans une municipalité appelée Marleville, qui est à très basse altitude, et le maire est fâché comment certains nouveaux quartiers ont subi l'inondation et eux recherchent des constructeurs qui vont traiter leurs concerns au sérieux. Vous appartenez à une compagnie de construction et vous êtes intéressé à soumettre une proposition sur le développement d'une nouvelle subdivision. Vous avez assisté à une session de climatique et vous avez découvert qu'il y a une norme intitulée CSA W204, conceptualisation pour inondation résiliente. Et vous avez appris qu'avec le changement climatique, il y a un risque accru de précipitations extrêmes et inondations dans votre région. Vous avez aussi appris qu'il y a plus de poursuites au tribunal lorsque les citoyens sont impactés par des hasards comme l'inondation. Alors, vous équipez avec l'information, vous regardez à cette norme CSA W04 et il s'avère que ça vous fournit une direction pour les constructeurs et les développeurs sur des mesures spécifiques des pratiques qui vont résulter dans des communautés plus résilientes aux inondations, des choses telles que la conceptualisation des égouts et des rues. Et lorsque vous rentrez votre proposition, ça inclut l'approche que vous allez suivre
basé sur ce standard. Alors, vous savez sauver beaucoup de temps et effort. Et plus, vous démontrez des autres propositions parce que vous avez mis l'emphase sur la résilience climatique. Et en plus, vous avez un plan pour sécuriser les résidents contre l'inondation et réduire la responsabilité légale pour toi et Marleville. Conclusion, votre proposition est choisie parce que vous êtes le meilleur. Félicitations. Maintenant, nous allons changer de vitesse un peu et on va parler un peu des vents violents, des vents forts. Donc, il se peut que vous êtes au courant que la majorité du Canada est à risque de vents élevés dû au changement climatique et heureusement, nous avons des outils qui nous aident et le premier, c'est un standard appelé CSA S520. J'ai manqué ça, désolé. Alors, voici un exemple des besoins municipaux pour une initiative qui pousse un homme à l'opposé de simplement la recherche de l'industrie. Alors, l'histoire débute en 2017-2018, l'ébauche du nouvel standard de construction de nouvelles maisons qui a été sponsoré par la région de Durham, Ontario, et la provision de haute vente là-dedans ont été modélées sur les exigences mises en œuvre pour la ville de Morin, Oklahoma, et ont été adaptées pour l'Ontario, pour le contexte ontarien. Je ne sais pas si vous connaissez quoi que ce soit de Oklahoma, mais eux sont connus pour les tornades, alors ils ont un peu d'expérience avec les vents extrêmes. Ensuite, en 2018-2019, il y avait un document de base élaboré pour servir de fondement à la norme nationale du Canada, et ça a été informé par les normes de construction de maisons. Ça a été développé par l'Institut de pertes catastrophiques en collaboration avec les recherches de Western et on basé ça sur la recherche des sondages de dégâts, des meilleures pratiques, des expériences subites et des informations fournies par un comité de parties prenantes expertes. Et en 2019, la conformation de la nécessité d'une norme NST et ont consulté des parties prenantes, des PME sur le développement, le document de base et ensuite nous avons regardé à la portée d'une nouvelle norme. Ensuite, ça a été publié en 2022. Alors, juste pour vous donner une idée générale de ce que vous allez découvrir dans cette norme, ça va fournir des recommandations à l'intention d'augmenter la résilience des parties 9 du National Building Code. Et il se concentre sur deux choses. Une, c'est augmenter l'intégrité à travers de conceptualisation plus résiliente et des connexions, et aussi utiliser des matériaux plus renforcés et des pratiques de matériaux de toit, de ventilation et de porte. Alors, c'est censé adresser EFT ou des dommages plus bas. Cependant, des mesures vont fournir la protection provenant de plusieurs aléas de vent, incluant des événements qui sont au-delà des niveaux EF2, pour que les édifices vont subir des dommages, mais ça va être réparable. Et toutes les recommandations s'appliquent aux nouvelles constructions, mais ils peuvent être utilisés morceau par morceau pour des altérations et des additions, puisque la norme est toujours volontaire. Sur la prochaine diapositive, j'adore cette image. Je pense que ça le définit très bien. Vous pouvez voir à haut niveau, les provisions peuvent être catégorisées à étant soit structurelles, non structurelles. Alors, reconnaître la vulnérabilité des toits aux dommages de haut vent. CSAS 5 relève l'importance d'assurer les assemblages de toits demeurent intacts en augmentant la, la connexion des encadrements de toit pour supporter les murs avec des clous qui sont résistantes au vent qui est requis par la partie 9 et aussi s'assurant qu'il y a un cheminement de charge verticale menant jusqu'à la fondation. Aussi, il recommande d'améliorer la couverture du toit avec l'application des matériaux résistants au vent et un sous-couche qui va servir comme un barrière d'eau secondaire dans l'événement que les couvertures telles que les toitures s'effondrent. Je veux aussi attirer votre attention à la petite boîte à droite. Nous avons financé une analyse de coûts-bénéfices que l'Institut pour les pertes catastrophiques, la réduction des pertes catastrophiques, et eux ont déterminé que conceptualisation contre le vent avait un avantage, un ratio d'avantage de coût à 6 à 1. C'est pas zéro. Avec ça, je vais passer à nouveau à Marla. Merci, Steph. Alors, une chose que je vais mettre en relief ici, c'est une nouvelle équipe qui a été établie par l'Institution pour la réduction des pertes catastrophiques ainsi que l'Association des constructeurs canadiens. Eux ont lancé leur
task force pour regarder les solutions fondées sur la preuve pour des nouvelles maisons et des rénovations. C'est censé être une application pratique de toutes les informations que nous avons disponibles sur ces différents aléas. Et donc, ils viennent tout juste de publier une série de lignes directrices, listes de contrôle. C'est vraiment facile à utiliser. On peut les ouvrir. Ils ont un bon, meilleur et mieux. Bon, mieux, meilleur pour des inondations sous-sol, grêle, vent fort et feu hors contrôle. Ils paraissent tous comme l'image sur l'écran, disponible en anglais et français. Essentiellement, ils sont censés être quelque chose qu'on peut apporter avec nous pour dire, bon, ben, a-t-on pris ces mesures en considération et où sommes-nous sur la réduction de risque sur ces quatre différentes aléas? Alors, très utile, très pratique, et ils sont tous informés par plusieurs différentes normes et guides que nous avons discutés aujourd'hui. Alors, c'est vraiment, ça fait la distillation de toutes ces informations en un format facile à utiliser. Donc, c'est une liste de contrôle. Alors, s'il y a seulement une chose que vous allez regarder provenant de ce qu'on discute aujourd'hui, je vous encourage de regarder à ces derniers parce qu'ils sont une synthèse incroyable de toutes les meilleures choses qui nous informent comment être plus efficace avec ces aléas particuliers. Prochainement, on va parler un peu de chaleur et les risques que nous affrontons sous les changements climatiques. Et ceci, c'est pas toujours le risque climatique qu'on pense à. Et c'est pas tout à fait aussi catastrophique que lorsqu'on a des inondations importantes ou des feux de forêt. Les événements de chaleur extrême peuvent être mortels. Et nous avons vu que la fréquence et la sévérité de ces vagues de chaleur augmentent, même dans les places où nous avons des climats plus modérés. Et c'est un problème où vous avez des édifices et des infrastructures qui ont été conçus de manière que c'est tous pour conserver la chaleur au lieu de l'évacuer. Alors, si vous n'avez pas de système d'air de climatisation, vous ne pouvez pas évacuer la chaleur. Vous n'avez jamais requis ça. Donc, l'édifice ne sera pas construit ou conçu pour cette rénovation, mais aussi dû à l'assemblage de murs et l'édifice en soi-même. Il se peut que c'est optimisé pour nous garder au chaud à l'hiver au lieu de nous refroidir dans l'été. Et la concern principale ici, avec le surchauffement, c'est que il y a plusieurs différentes définitions, mais typiquement, c'est avoir une température à l'interne au-delà de 26 degrés sur une période prolongée et particulièrement ne pas pouvoir le descendre en bas de 26 dans la soirée. Alors, si on est dans cette température pour plusieurs jours de fil, particulièrement lorsqu'on essaie de dormir, ça peut causer des risques à la population, particulièrement les aînés, les gens ayant des maladies chroniques. Les enfants aussi ont une plus grande difficulté à gérer leur température et donc ça peut être un risque important pour les individus. Et c'est un grand domaine de concern pour des recherches et un sujet de discussion pour des cas de normes de construction nationale. Et en fait, les normes qui sont utilisées au Colombie-Britannique ont inclus une exigence de température maximale. Et il y a certaines douleurs qui viennent avec ça, mais c'est quelque chose qui se fait discuter face à comment assurons-nous qu'on protège les gens de ces risques de réchauffement intérieur. Nous avons des températures minimum, mais généralement, on n'a pas de maximum. CRN a publié une ligne directrice là-dessus et fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous travaillez particulièrement dans des édifices qui sont plus vulnérables au surchauffement. Ça pourrait s'avérer utile pour vous. Et je voulais mentionner un sujet intéressant et un nombre autour de ça qui est sur les terrains de jeu. Alors, une des aspects intéressants du travail qui a été fait sur des chaleurs extrêmes, c'est autour des terrains de jeu. Parce que la ville de Windsor, en Ontario du Sud, était un leader dans ceci et eux, ils ont fait des études et des travaux parce que eux ont des étés très, très chaudes. Et ils découvraient que beaucoup de leurs installations à l'extérieur, à l'époque, n'étaient pas utilisées parce qu'il n'y avait pas assez d'ombrage ou pas assez d'eau et c'était trop chaud pour utiliser au cours de l'été. Qui est exactement, c'est à ce temps-là qu'on aimerait que nos populations puissent utiliser ces actifs. La norme qui se fait utiliser au Canada pour définir les équipements de terrain de jeu, CSA Z61420, inclut des guides sur des matériaux qui pourraient aider avec des chaleurs extrêmes et même l'orientation des installations, considérant les vents prédominants. Il y a toute une série de considérations à la conceptualisation pour utiliser
pour s'assurer que les terrains de jeu ne sont pas trop chauds et n'aient pas ces risques de brûlure, de surface réchauffée ou ne pas avoir d'ombrage pour que les gens puissent s'asseoir et participer et utiliser cet espace. Alors, il y a eu beaucoup de différentes études et de travaux. Si vous allez à la section de show urbaine, vous allez au CCN, vous allez voir plus de ces infographiques qui ont été faites et d'informations là-dessus. Mais c'est un exemple intéressant face à comment on peut changer un peu par rapport à notre conceptualisation et s'assurer que ce qu'on construit, on peut l'utiliser à l'année longue et s'assurer que ça ne se fait pas abandonner aux journées les plus chaudes, qui est la pire des sorts que le terrain de jeu peut affronter. Avec ça, je vais passer à nouveau la parole à Steph pour parler un peu d'équité et pour terminer notre section. Merci. Alors, nous, on n'a pas le temps trop de faire une étude socio-économique, alors je vais faire un sommaire. Nous sommes tous affrontés par les impacts du changement climatique, mais on n'a pas toutes les mêmes expériences. Alors, dû à une variété de facteurs, il y en a certains d'entre nous qui sont plus vulnérables. Le changement climatique, c'est connu comme un multiplicateur de menaces. Alors, ça multiplie les problèmes sociaux qui ont déjà lieu. Certains d'entre nous qui sont plus impactés dû à où nous vivons, par exemple, le Nord se réchauffe 3 fois plus rapidement que le reste du monde. Alors, les communautés du Nord ainsi que les communautés rurales, communautés racialisées, ont la tendance d'avoir des infrastructures sous-investies et certains sont plus impactés dû à qui nous sommes. Pour plusieurs raisons, les femmes, les gens de couleur, les aînés et les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté sont affectés de façon déproportionnée par le changement climatique. Je vous donne un exemple. Alors, en haut, vous avez Kevin. Kevin est un millionnaire qui travaille dans le secteur de finance. Il parle anglais et français. Et il utilise aussi un fauteuil roulant. Alors, dans un sinistre, lui, son handicap peut créer des problèmes d'accessibilité. Mais dû au fait qu'il habite en richesse et a accès à de l'argent, lui est plus propice à avoir plus d'options et les moyens pour s'en sortir d'une situation difficile. Soraya, de l'autre côté, est une immigrante de la Nicaragua dans sa 80. Elle est venue au Canada pour vivre proche de ses petits-enfants et ne parle que l'espagnol. Et dû à son âge, elle est plus vulnérable aux aléas climatiques tels que la chaleur extrême, qui est un problème puisqu'elle ne peut pas se payer un air climatisé. Dû aux barrières linguistiques, elle ne sait pas qu'il y a un centre de refroidissement proche d'elle. Ça, c'est un exemple face à comment euh, différentes personnes subissent différentes expériences. Alors, souvenons-nous que la résilience climatique, c'est à fond à propos des gens et l'infrastructure aussi. Et considérer l'inclusion, diversité, équité et accessibilité dans ces infrastructures et la conception veut dire considérer les besoins des gens qui sont desservis par votre construction. Ça veut dire adresser le fait que les risques varient parmi différents groupes. Par exemple, les aînés, les enfants et les gens ayant des maladies chroniques sont plus vulnérables au risque de chaleur, comme Marla disait. Alors, on peut créer les écoles, les hôpitaux et les foyers de soins avec ça en tête. On sait aussi que l'inondage de sous-sol peut être catastrophique aux gens qui louent des appartements de sous-sol, qui typiquement sont à bas revenu. On peut alors mettre en priorité la médication d'inondation dans les quartiers ayant des gens qui auront plus de difficultés à revenir. Alors, CCN a financé le développement d'un guide qui dit comment intégrer l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité au sein de l'infrastructure ayant de la résilience climatique et ça regarde aux gestions de portefeuille et la conceptualisation des projets. Le guide, c'est pour aider les utilisateurs, les propriétaires, les secteurs, les organisations, mais particulièrement les municipalités. Ça leur aide à prendre des décisions et la gestion de risques en guidant comment prioriser la construction, l'opération et le rétrofit dans le contexte d'adaptation climatique basé sur les services que l'infrastructure offre, les utilisateurs et leurs besoins, qui seraient le plus affectés par les impacts climatiques et les aléas, et comment adresser ces besoins avec la gestion de portefeuille et la conceptualisation du projet. Alors, le guide fournit des ressources, des définitions et explore les avantages de considérer l'équité climatique ainsi que les barrières et les défis, mais la partie principale, c'est un encadrement qui vous passe à travers comment incorporer ces considérations en forme de questions. Alors, il reconnaît que tout le monde arrive à ceci provenant de différents points de départ et ça vous donne des choses à considérer. Essentiellement, c'est un bon point de départ. Alors, certains exemples des questions dans l'encadrement, ça dit, est-ce que l'emplacement a été choisi pour que les peuples autochtones et les gens méritants de l'équité peuvent l'accéder?
Exemple, est-ce que les centres de réchauffement et refroidissement sont établis près des lignes de transport en commun ou des chemins principaux, rendant ça accessible aux membres de la communauté, réduisant le danger, disant qu'on va essayer d'éviter forcer un aveugle de traverser 8 voies de traverse. Je vous encourage d'y jeter un coup d'œil. Le guide a offert aussi beaucoup de ressources pour aider avec le processus et c'est assez facile à suivre. Donc, je vous encourage fortement de jeter un coup d'œil. Et avec ça, on arrive à la fin de notre présentation. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est un code QR pour le site web CCN et aussi une liste de projets publiés que je parlais d'eux. Et ce qu'on devrait sortir avec, c'est ne réinventez pas la roue. Il y a des ressources disponibles. Je pense que beaucoup d'entre eux aideraient avec vos travaux. Et il y a aussi des ressources sur le site web de NEC. Et ça, c'est pour des choses qu'eux ont, soit développées ou financées. Ensuite, en dernier, on vous laisse avec nos adresses courriel. Si vous aimeriez jaser, discuter des normes, si vous avez des idées pour des nouveaux standards, si vous avez des questions, peu importe. Sentez-vous libre de nous contacter. On adore faire des nouvelles amies. Et avec ça, je crois que je vais passer à nouveau la parole à Amanda et on va prendre des questions. Excellent. Merci, Stephanie, Marla. C'était excellent. Très informatif. Et je suis très divertissant. J'adore les scénarios, les visuels. Et donc, c'est excellent. On va passer maintenant à la session de questions-réponses. Si vous n'avez pas vu en bas de l'écran Zoom, vous avez un bouton QR. Vous pouvez cliquer là et écrire une question. Je sais que nous avons déjà une question. Vous êtes aussi le bienvenu de lever la main et on peut poser une question comme ça aussi, mais comme j'ai dit, nous avons une question qui nous attend. Et cela est, cette personne demande, c'est quoi l'impact d'utiliser une norme qui n'a pas été mise à jour au sein de son cycle de mise à jour standard et avoir un abonnement de toutes les parties prenantes. Alors, l'impact d'une norme qui n'a pas été mise à jour, je veux dire, celui ou celle qui est dans l'organisation se fait en trouble avec CCN parce que c'est une exigence pour leur accréditation qu'eux entretiennent ces normes. Alors, ils sont exigés de passer par revue. Et généralement, c'est la comité technique qui ferait la revue pour s'assurer qu'il n'y a pas besoin de faire de mise à jour avec la nouvelle technologie ou des meilleures pratiques ou des leçons apprises ou peu importe, provenant de la mise en œuvre de cette édition du standard. Et là, ensuite, l'impact pas vérifié pour quelqu'un qui utilise le standard, s'il y a une nouvelle version disponible, ça dépend à la portée de la mise à jour, mais ça peut affecter la responsabilité, ça peut aussi ça peut que vous n'avez pas les meilleures et les connaissances les plus récentes. Marla, as-tu quoi que ce soit ajouté à ça? Je voudrais juste ajouter que de temps en temps, vous allez peut-être trouver des exigences qui vont référer à une édition spécifique de normes. Alors, s'il y avait une exigence légale, vous allez vouloir suivre cette édition particulière, mais ça vaut quand même la peine d'aller voir s'il y a eu des mises à jour ou des révisions et voir si ça vaut la peine de considérer ou ajouter ou de le proposer à l'organisme qui le requiert, tu sais, la version 1972 pour dire, bon, il y a une plus récente, peut-être on devrait l'utiliser. Excellent. Et la prochaine question, comment les gens puissent-ils s'engager dans le processus de standardisation? Y a-t-il un rôle à jouer pour ceux d'entre nous qui sont sur l'appel après-midi? Oui. Non, quelque chose que j'ai juste mentionné, il y a toujours des opportunités pour suggérer des lacunes qui doivent être adressées, particulièrement pour des organisations comme nous, qui qui financent le développement de ces normes. Alors, je dirais qu'il y a aussi des opportunités pour nous aider à faire de la recherche et à regarder à la portée de ces standards, faire la revue des énoncés de travail. Et l'une des stratégies principales, c'est de participer sur ces comités de revue technique. Alors,
s'offrir comme bénévole sur ces comités, comme j'ai mentionné. Eux recherchent une balance d'intérêt, un équilibre d'intérêt et ils requièrent diverses perspectives. Alors, si vous pouvez être sur le comité technique, vous pouvez aussi, c'est bon pour réseauter et apprendre de vos pairs. Alors, vous allez en sortir beaucoup de ça, mais aussi vous participez dans le système de normalisation. Si vous ne pouvez pas faire ça, juste participer dans un forum public, faire la revue des normes et fournir un rétro, ça peut être très utile aussi. Et en dernier, je dirais que les utiliser. Une fois qu'ils sont publiés, les partager avec les gens et s'assurer qu'on avance tous ensemble. L'adaptation climatique. Marla, avais-tu quoi que ce soit d'autre? Oui, je voulais mettre l'emphase sur Stéphanie Palladay en lui disant, si vous appliquez une de ces normes, particulièrement une bénévole, c'est excellent de contacter à nouveau celui qui l'a publié et leur parler de votre expérience, particulièrement s'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Eux adorent ce rétro parce qu'ils ont le cycle où ils font la mise à jour régulièrement. Ils essaient de contacter le monde, mais s'ils ne savent pas que vous utilisez cette norme, ils ne vont pas vous contacter pour votre opinion. Alors dites aux gens que vous l'utilisez. Il y a souvent des opportunités pour faire des études de cas ou partager votre expérience, particulièrement si vous faites quelque chose qui est nouveau et différent. Alors, il se peut qu'il y aurait une université ou une autre opportunité près de vous qui serait intéressée à venir et regarder à vos activités et elle aussi s'engage dans certains projets comme ça. Alors, on travaille avec des universités, l'industrie, particulièrement les petits et moyennes entreprises, à travers de notre programme d'assistance à la recherche industrielle. Nous avons de financement disponible pour aider à la recherche et ces types de choses. Alors, si vous voyez une opportunité de faire quelque chose qui est un peu différent, ça vaut la peine de le regarder et voir si vous pouvez rentrer en académie ou les réseaux de recherche pour intégrer des gens et voir s'il y a une manière que, tu sais, on va sortir, faire des choses comme mesurer les impacts de la valeur de ce que vous avez fait. Et si on veut le publier, comme le recherchiste veut le publier, ça aide à sortir des informations et démontrer aux autres que c'est abordable. Et une des plus grandes barrières à la mise en œuvre de nouvelles idées et de nouvelles stratégies, c'est que c'est rare qu'on veut être le premier à le faire. Alors, si vous pensez que vous voulez être le premier à essayer quelque chose de nouveau, même si généralement on peut être très réservé et pas vouloir se célébrer ou faire beaucoup de bruit à propos de faire quelque chose de cool, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sortir le mot. Et Stéphanie et moi, particulièrement, on adorerait attendre et parler si vous essayez de quoi de vous utiliser ces documents. Certainement. Bon, mais c'est excellent. La dernière question, avant de prendre la petite pause, on se demandait s'il y avait quelque chose qui serait nouveau ou qui vous excite sur l'horizon que vous aimeriez partager dans le monde de normes et de codes. Marla, je vais te laisser aller en premier. Je me sens comme si tu as été en premier, la première. Pour moi, les choses que je suis plus excité, que l'NRC travaille dessus, c'est que nous avons un recherchiste qui regarde à l'interaction entre ces risques de surchauffement et la fumée des feux sauvages. Alors, lorsque vous avez feu de forêt, vous ne voulez pas ouvrir vos fenêtres parce que là, vous avez ce fumée qui rentre, ça endommage votre qualité d'air et ça a tout autre risque de santé qui sont associés à l'exposition au feu de forêt. Mais si vous avez cette fumée en même temps qu'une vague de chaleur, et la chaleur extrême contribue aussi au risque de feu de forêt, vous avez un chevauchement de risque avec ce fumée et cette chaleur extrême. Et vous aurez peut-être aussi des températures élevées à l'intérieur, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres ou même essayer de refroidir la maison. Et on a un projet qui regarde à l'interaction entre ces deux, particulièrement que peut être fait pour aider, particulièrement dans les foyers à soins à longue durée, pour traiter ces situations quand ils ont des systèmes de ventilation assez âgés et quelles sont leurs options. Alors, très excité de voir qu'est-ce qui va en sortir de ce projet et quelles sont les recommandations. Excellent. Alors, c'est important, et il y a tellement d'entre nous qui ont passé à travers de cette situation déjà. Alors, Stéphanie, quoi que ce soit d'autre de ton côté, on fait beaucoup de choses intéressantes et je me sens comme si que j'ai les dossiers les plus cool. Alors, dites pas à mes coéquipiers. J'adore les choses naturelles et quelque chose qui sort dans les prochains mois, qui m'excite beaucoup, c'est le nouveau guide sur l'érosion d'évacuation et la qualité d'eau, les stratégies de contrôle pour l'agriculture en utilisant des solutions fondées sur la nature. Alors, comment
ralentir le flux d'eau pour donner le sol le temps de l'absorber. On n'a rien fait en agriculture auparavant. Alors, je suis très excité de voir son apparence et comment ça va être utilisé. Et là, plus loin, sur l'horizon, nous avons signé un contrat avec le groupe CSA pour développer 3 normes sur des actifs naturels. Un sur l'évaluation de conditions, un sur l'évaluation de risque et un sur l'évaluation de cycle de vie, le coût pour la gestion de ces actifs. Et tout le monde auquel j'ai parlé sont tellement excités et vraiment ont validé le besoin de ces normes. Alors, probablement, on ne va pas voir la première publiée avant vers 2028, mais je suis très excité de ça et ils sont vraiment. Je ne suis pas trop dévoilé, mais je suis excité de ça. Excellent. C'est tellement un besoin dans ce domaine d'avoir des normes dans ce travail, c'est excellent. Et bon, on espère que vous allez retourner à votre ordinateur si vous avez pris une petite pause, pris une collation. Alors, on va revenir et maintenant, on va entendre parler de Yash avec Recover. Alors, je vais passer la parole à toi, Yash, parce que je suis excité d'entendre. Merci beaucoup. Juste m'indiquer si vous pouvez m'entendre. Oui, parfait. Excellent. Bon, bonjour tout le monde. Sur cet vendredi après-midi, je vais m'assurer que les prochaines 20 minutes, que vous pouvez tous en sortir quelque chose de cette présentation, que vous pouvez soit appliquer à votre carrière professionnelle, personnelle et votre vie en général. Alors, lorsqu'on regarde au Canada Atlantique, quel est le stock des installations? Qu'essayons-nous de protéger les environnements côtiers et comment allons-nous avoir l'environnement côtier et les conditions météorologiques nous affecter et qu'est-ce que les données nous disent véritablement? Ça, c'est l'objectif de les prochaines 20 minutes, de vous transmettre dans la manière la plus concise et de vous poser un petit peu la question. Et savez-vous quoi? Ces données sont pas mal intéressantes. Allons, faisons une recherche. Laisse-moi aller faire plus de recherches à propos de ça. Et entre-temps, si vous avez des questions, veuillez les mettre au clavardage et on y reviendra aussitôt que possible. Alors, la présentation de survol est très simple. Nous allons regarder aux objectifs, la méthodologie, l'analyse du parc immobilier, ainsi que les conclusions. Et comme j'ai dit, allons-y au creux. Les choses intéressantes ici. Euh, La récupération, c'est simple. Ça, c'est de combler la lacune entre les pratiqueurs, les propriétaires et la résilience climatique. Et à la fin de la journée, nous sommes un accélérateur de rénovation et nous avions des programmes au sein des communautés qui impliquent les études de nourrissement avec la génie architecturelle à travers de la collecte de données et en dernier, le renforcement de capacité qui n'a pas seulement la portée de stage, des technologies de stage, mais aussi jusqu'au programme géré par la communauté. Alors, lorsqu'on regarde à la récupération, qu'est-ce que ça fait? La vision est très simple. C'est d'être le premier accélérateur qui réussit à faire toute rénovation à toutes les installations au Canada Atlantique. Ça, c'est le projet à long terme. Et en 2024, nous avons été donné le financement fédéral accordé pour lancer l'accélérateur de rénovation en profondeur du Canada Atlantique qui vise à déployer une grande échelle. Et en 2025, nous avons été recommandés comme nous avons été reconnus par le Clean 50 du Canada, un prix on a un bon niveau d'expérience et on veut avoir le plus d'impact possible avec les données et avec juste présenter aux gens. Alors, toutes les choses que je vais discuter aujourd'hui, ça va être publié dans une cartographie de rénovation approfondie pour le Canada Atlantique. Et si vous voulez accès à cette carte, veuillez vous inscrire avec le code QR. Ça va vous amener directement au site, au bulletin de nouvelles et dans ce dernier, on aura toutes ces informations qui sera publié en juin 2026. Il y a 3 piliers principaux de cette cartographie de rétro-rénovation. Le premier, c'est l'analyse de l'entreposage. La deuxième, c'est la conception d'énergie,
modélisation de l'énergie. Et le troisième, c'est la modélisation financière. Et sans plus d'attente, regardons pourquoi ces rénovations approfondies sont importantes dans les édifices commerciaux et pourquoi on se concentre de ça. En termes d'environnement côtier, mais aussi en termes d'édifices, des commerciaux en particulier. Alors, le stockage en ce moment vieillit. La majorité des installations ont été construites avant 2000. Et si on regarde à la moyenne en ce moment, la vie de construction, c'est en moyenne 1975. Alors, on est à peu près, la majorité des édifices au travers du Canada Atlantique sont 50 ans ou plus. Ça doit être un réveil à beaucoup d'entre nous qui veulent travailler envers cette rénovation approfondie et rivaliser ces édifices parce que c'est essentiellement comment on va s'y rendre. J'ai quelques statistiques qui ont été écrites ici qui vous parlent un peu de la composition des édifices qui proviennent historiquement des années 90. Et comme vous voyez, en Nouvelle-Écosse, on a presque 30-40% de nos édifices. Mais quand on inclut 40 plus 14 plus 7, on se retrouve autour de 52%. Et c'est construit avant 90, c'est pas mal élevé. Deuxième chose, couper les coûts, réduire les émissions, c'est très simple. Les prix d'énergie augmentent constamment et les impacts dus aux émissions s'empirent. Ce qu'on doit vraiment faire, c'est avec une rénovation approfondie, on peut couper les prix d'énergie, on peut avoir une meilleure émission, un meilleur environnement et un meilleur environnement intérieur aussi. Il y avait une étude récemment qui démontre qu'on passe au-delà de 90 à 95% de notre temps à l'intérieur. Et si nos édifices sont remplis d'asbestos ou de pauvre qualité d'air, vous pouvez imaginer l'impact sur votre santé à longue durée. C'est pas seulement une question de coupure des taux, des tarifs et des émissions, mais c'est aussi à propos du facteur humain. Ceci, c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboniser, le HUF. Et la raison derrière ça, c'est que le tout est interconnecté à tout autre. Il y a la source des matériaux, il y a le climat, il y a les gens, les stockages existants, les édifices et infrastructures, et encore une fois, il y a des choses qu'on considère comme étant des nécessités. Il y a de l'eau qui s'intervient avec toute cette infrastructure. Et c'est une des raisons pourquoi on songe à propos de comment on veut protéger et les cibles que nous avons au niveau national. Si on n'accélère pas notre jeu par rapport aux rénovations, on ne va pas les atteindre. Et vous vous demandez pourquoi c'est important? Bon, ben, si le risque climatique et les environnements côtiers sont à grand concern pour vous, on venait juste d'entendre parler de Merle et Steph, des aléas, inondations, de feu, ils vont seulement s'empirer. Alors, si nous coupons les émissions, on peut atteindre une meilleure qualité. Mais regardons maintenant à la méthodologie qu'on utilise chez Recover pour comprendre ce problème. Ce que nous avons fait en premier, c'est que nous avons fait une recherche du stockage des immobiliers, ensuite une création de la base de données de tous les édifices au travers du Canada Atlantique. On pouvait sourcer leur adresse, leur âge, leur type d'utilisation et le type de bâtiment en soi-même. Ensuite, on les catégorise dans différents types et on les a sous-divisés dans différents groupes qui couvrent à peu près 60% de notre stockage de bâtiments. C'est faux de penser qu'il y a 20 différents types à couvrir qui couvrent 60% de nos édifices. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de répétitions, même si on ne pense pas, mais aux échelles macro, il y en a. Et pour ça, pour ces 20 bâtiments, nous avons fait une évaluation de conditions de l'édifice, modélisation énergétique, et suivant ça, c'est le coût d'appartenance. Et c'est comme ça qu'on a effectué pour les données. Mais concentrons-nous sur l'analyse de stockage de bâtiments, qui est la base de données. Et si on comprend bien ce que cette base de données contient, c'est pas mal des données fédérales, provinciales et municipales et privées
des outils interactifs ainsi qu'un trousse d'outils de rénovation. Ce sont les produits principaux qui en sortent de ce secteur, qui est pourquoi ces données sont-elles importantes? Bon, ben, on peut créer des logiciels que vous pouvez utiliser chez vous pour déterminer combien de bâtiments sont à l'âge qui requièrent une rénovation, disons, de fenêtres ou si vous construisez des toits, quand est-ce que les points forts, points faibles de mon entreprise, ça peut être modélisé avec cette base de données ainsi que les rénovations approfondies. Alors, passons plus loin selon ce cheminement. La Parc immobilier du Canada Atlantique et impact sur la consommation d'énergie. Regardons c'est quoi le parc d'immobilisation en réalité. Voici les données. Les données fédérales sont un peu plus élevées, des chiffres plus élevés que nous avons sur l'écran. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, le parc immobilier est à peu près 420 000, mais nous, notre analyse démontre 391 000, qui est un peu moins déviation de 5%, qui est excellente si on regarde ça de façon statistique. Le Nouveau-Brunswick est près du même nombre du type de bâtiment, Terre-Neuve plus petit et l'île du Prince-Édouard à peu près 80 000. Mais si on regarde, si on sous-divise en résidentiel, partiellement résidentiel, non résidentiel, bâtiments, vous voyez que la majorité de nos bâtiments sont tous résidentiels. Qui dit que dans les environnements côtiers duquel on est concerné, ça impacte nos vies quotidiennes, ainsi que les endroits où nous vivons. Alors, regardons à ça un peu plus de façon plus approfondie et regardons comment ce type de bâtiment et l'énergie utilisée par la province. Alors, si on regarde véritablement à la province en soi-même, tout au travers du spectrum, plus que 65% de notre énergie est utilisée pour le réchauffement et la charge de réchauffement qui, si on pense au changement climatique, on pense à propos du climat qui se réchauffe, ce chiffre, la charge de chaleur va diminuer. Mais si on pense des conséquences, c'est avec des environnements plus extrêmes, la charge de réchauffement pourrait aussi augmenter. Alors, il y a un grand équilibre face à comment les bâtiments réagissent avec l'environnement et l'énergie qu'ils vont utiliser. Alors, essentiellement, en rénovant un bâtiment, on peut réduire l'espace requis pour réchauffer parce qu'on a un meilleur système de réchauffement, premièrement, des meilleures fenêtres, et ensuite nous aurons amélioré les murs, les toitures, etc. Alors, ce sont des facteurs avec certitude qu'on peut améliorer de façon drastique. Ensuite, regardons à l'utilisation énergétique et type d'essence dans la région atlantique pour mieux comprendre euh, qu'est-ce que nous abordons. Alors, lorsqu'on regarde au type d'énergie et source, en termes d'utilisation totale, certainement, la Nouvelle-Écosse a beaucoup d'huile de réchauffement et ça correspond directement et c'est le montant de GES que l'on produit. Alors, il y a une relation avec le type d'énergie qu'on utilise et avec quel type de GES et l'impact que nous allons subir. Mais ce que j'aime dire, c'est que la situation dans laquelle on se retrouve en Nouvelle-Écosse, il y a une bonne chance d'amélioration. Et comment on améliore ça? C'est avec des rénovations approfondies. Le plus de rénovations qu'on a, moins d'émissions, meilleure qualité de vie, de qualité d'air à l'intérieur, à l'extérieur et juste en général. Alors, prenons un regard sur la Nouvelle-Écosse en particulier. Et la raison qu'on fait ça, c'est dû au fait que la Nouvelle-Écosse, quand ça vient à des séries de données publiques, Nouvelle-Écosse est un peu mieux. Et tous ces graphiques que vous allez voir pour les prochaines 10 diapositives, c'est tous des photos qui seront publiées sur le site web de Recovery. Encore une fois, si vous vous rendez à recoveryinitiative.ca et vous vous abonnez à notre bulletin de nouvelles, vous allez recevoir une invitation à l'utilisation de tous ces outils. Alors, lorsqu'on regarde dans le VKS en soi-même et on regarde à la sous-division, nous avons un parc immobilier résidentiel à presque 90% de notre
parc immobilier entier. Et lorsqu'on subdivise ça de façon plus granulaire, nous avons des maisons détachées comme la catégorie dominante. Alors, si on revient au secteur et on regarde aux rénovations approfondies, comment peut-on avoir de plus grands impacts? On peut déterminer comment on peut faire des rénovations sur ces maisons aussi rapidement que possible. Mais en même temps, si on cherche à faire une grande différence, on doit regarder comment on peut faire une différence aux, aux maisons à multiples unités. Alors, regardons à la distribution par catégorie de bâtiments au sein du Nouvelle-Écosse. Vous allez vous apercevoir que si ce serait quantifié dans des petites bulles, et encore une fois, c'est juste à s'amuser dans le logiciel, si vous voulez. Et si vous vous inscrivez, vous auriez l'accès à jouer avec ces outils. Et la région de Halifax a le plus grand nombre de bâtiments que nous avons au Nouvelle-Écosse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lorsqu'on regarde à la construction de bâtiments et la croissance de population en soi-même, notre construction, le montant de bâtiments que nous construisons, n'augmente pas nécessairement. En fait, même le montant de pieds carrés que nous construisons n'augmente pas, mais la population augmente constamment au fur et à mesure que le temps s'écoule, qui mène à plus de population et moins de ménages disponibles, qui crée une crise de logement, une plus grande demande de logement qui est fournie. Pourquoi est-il important? Ben, si on pense aux rénovations approfondies et on pense à comment on peut effectuer ces rénovations, et si nos populations continuent à augmenter, mais la construction ne reste pas au même pas, on va rencontrer des difficultés où on n'aura pas assez d'argent pour vraiment construire des nouveaux bâtiments et effectuer les rénovations en même temps. Alors, regardons au parc immobilier en soi-même, en plus de détails, et ceci, c'est le résidentiel par EVSC et comment bien qu'ils sont. Alors, si vous regardez, la majorité de nos bâtiments sont cotés comme moyens. Et par moyen, ça veut dire que c'est vivable. Ça ne veut pas dire que ça atteint le seuil des codes ou des normes ou que c'est au-delà. C'est simplement vivable. C'est étonnant parce que on regarde de gauche à droite des différents types de bâtiments que nous avons et spécifiquement si on regarde aux maisons sains détachées, qui est la plus importante catégorie, ça a le plus haut pourcentage quand ça vient aux maisons les côtés les plus bas. Et lorsque vous subdivisez ça encore plus dans la date de bâtiment ou la décennie que ça a été bâti, vous pouvez facilement voir que les bâtiments, euh, comme on s'approche de 2025, nos bâtiments ne sont pas mieux cotés. C'est étonnant lorsqu'on regarde ces données, mais regardons au parc immobilier, le développement en Nouvelle-Écosse en soi-même. Le parc immobilier est tout autour des régions côtières. C'est une des raisons majeures pourquoi les environnements côtiers et l'interaction avec les bâtiments est important en Nouvelle-Écosse plus que dans les autres provinces. Parce que la majorité de notre parc immobilier est sur les côtes en Nouvelle-Écosse et nous allons regarder aux régions de Halifax rapidement. Et ceci, c'est des données des années 90. Si on y regarde, et la raison que vous avez toutes ces régions côtières d'inhabiter, simplement dû au fait que c'est ça que l'industrie poussait pour, c'est là où étaient les emplois, les routes d'échange et des choses comme ça. Mais si on se rend aux années 50, il y a d'autres centres qui se font construire. Si on regarde au nord, euh, avec la vallée, des choses comme ça, ils deviennent de plus en plus populés. Et si on regarde dans les années 90, on voit, oh bon, des bâtiments se font construire dans des différentes régions, mais toujours plus intensifs dans les régions côtières. Et maintenant, en 2020, on peut voir comment la densité a augmenté. On n'a pas utilisé le niveau interprovincial, mais la région côtière. Alors, encore une fois, l'inondation, les risques de feu et tout ça, c'est un risque plus élevé. Mais regardons la région Halifax de façon plus détaillée. Voici l'allure des années 90 et voilà l'allure des 2020.
la densité des régions proches des côtes et l'impact d'inondation a augmenté de façon drastique. Et avec ces données, c'est facile à démontrer que vous avez construit dans les régions côtières où les villes majeures se retrouvent et où se retrouvent les infrastructures principales. Mais nous n'avons pas pris compte de la résilience. Le plus de résilience que nous considérons, le meilleur notre parc immobilier sera pour l'avenir. Alors, quelles sont nos opportunités, quelles sont nos barrières? Et c'est pas toute la mauvaise nouvelle, ça vient avec beaucoup d'opportunités. Alors, lorsque vous regardez aux opportunités, c'est la réduction des GES, l'efficacité énergétique, euh, épargner l'énergie et les revenus disposables, augmenter la pauvreté, les valeurs de terrain, réduction des coûts d'entretien, résilience, sécurité, santé améliorée et confort et une réduction énergétique. C'est toutes des barrières que, et les barrières que nous avons maintenant sont dans notre manque de financement. Et où Recover se retrouve, c'est on veut mettre l'emphase aux opportunités et enlever les barrières du mieux de notre possibilité pour qu'on puisse créer des programmes qui fonctionnent. C'est juste une tendance commerciale d'investissement. Et on peut voir tout au travers, lorsqu'on y regarde, on pensait que notre investissement dans nos bâtiments au total a augmenté, mais clairement, ils l'ont pas. Ils ont augmenté un peu, mais pas de façon importante. Si vous regardez au fait que lorsque vous combinez tout l'investissement qui est limité techniquement en ce moment dans le secteur de bâtiment, ça va être une des barrières importantes face à pourquoi on ne peut pas faire des rénovations approfondies. Et lorsque vous regardez à ceci tout au travers du secteur, vous avez nouvelle construction comme étant une des zones plus dominantes où les bâtiments sont financés, que les rénovations sont la deuxième plus grande catégorie. Vous pouvez voir sur cette liste, les rétro-rénovations ne sont même pas sur la liste. Alors, on fait simplement entretenir ou bâtir de nouveaux bâtiments. On ne fait pas de rénovation et ça va amplifier le problème avec le temps. Quel est le cheminement? Le cheminement, c'est l'investissement public, la réforme financière et le développement de la main-d'œuvre. Accès aux données et une coordination entre ces derniers. Et je mets l'emphase sur le développement de la main-d'œuvre autant que possible parce que le fait qu'on pourrait vraiment nous impacter dans l'avenir. Malheureusement, je suis au-delà par 2 minutes, alors je suis désolé sur ça un vendredi après-midi, mais tout ce que je veux dire, c'est chaque bâtiment que nous rénovons aujourd'hui est un exemple de résilience que nous léguons à demain. La révolution de la rénovation en profondeur commence avec ceux qui ont l'audace requis pour agir maintenant. Et on doit agir maintenant et c'est démontré par nos données. Merci beaucoup. Et voici le bulletin de nouvelles. Si vous inscrivez à ça, vous aurez un lien vous donnant accès à tous les outils qui se sont rendus publics sous peu. Merci, c'était informatif, tel que la présentation précédente. Excellent. Très intéressant de voir le type de carte de densité de logement et comment la Nouvelle-Écosse a changé au cours des décennies aussi. Et certainement notre amour de la côte ici. Alors, merci pour ça. On a des questions pour IH. Alors, encore une fois, sentez-vous libre de mettre au clavardage ou de lever la main. Et même si tu as été passé ta limite, on est sur cette cédule quand même. Et bon, pendant qu'eux écrivent leurs questions, je vais t'en poser une similaire à ce que j'ai posé à Marla tantôt. Euh, je suis curieux de savoir s'il y a quoi que ce soit de nouveau ou ce qui vous excite sur l'horizon dans le monde de rénovation approfondie. Qu'est-ce qui vous excite qui est à venir? Il y a beaucoup. La révolution IA a vraiment changé l'industrie de rénovation beaucoup. Ça a mis les données sur la carte. Nous allons réussir à analyser les données plus rapidement avec une plus haute précision.
Alors, regardons aux évaluations de bâtiments. Il y a plusieurs outils sur des audits virtuels que vous pouvez faire à partir de chez vous qui quantifient quelles sont les étapes rapides, peu dispendieux pour améliorer la qualité de votre maison. Au-delà de ça, il y a des séries de données qui seront ouvertes par respect aux gens qui veulent juste savoir quelle est l'allure de leur bâtiment en général. Mais provenant d'une perspective de rénovation, ça a un plus grand impact. Par exemple, on peut grouper ces bâtiments ensemble qui sont tous construits similairement et dans la même région, même décennie, année. Et de là, on peut déterminer quelle est la stratégie de rénovation la plus efficace pour utiliser dans votre quartier ou et pour votre équipe de construction, le financement, les allocations. Ça aide du gouvernement fédéral jusqu'au provincial et certainement aussi les normes qui ont été établies plus tôt étaient très excitants parce que eux nous aident à faire les rénovations approfondies. Oui, c'est vrai, c'est tout connecté, oui, c'est vrai.